Il existe un homme ayant vécu dans les anciens temps. Souple, fort, doté d'une intelligence et d'une puissance redoutable, à la recherche des pires criminels, son nom, vous ne pourrez pas l'oublier. Mogota, grand guerrier, traqueur et destructeur de tueurs en série. Il a traversé tous les âges pour vous retrouver aujourd'hui. Et ouais, c'est moi Mogota, et vous allez vous en souvenir. Je sais pas ce qui m'a pris de faire cette intro, mais j'avais envie. Peut-être que j'ai toujours rêvé de faire la voix off. Oh, ça serait tellement bien. D'ailleurs, si vous avez des contacts, vous savez quoi faire. Ça me ferait plaisir. Et je vous imagine en train de me regarder, surtout ceux qui viennent de me découvrir avec cette vidéo. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On est venu pour regarder du true crime, il nous balance une intro de samouraï. Mogo, ça va pas du tout dans ta petite tête. Qu'est-ce que tu nous fais? Je suis vraiment un fou sérieux. Bref, concentrons-nous sur notre sujet. Eh bien, salam à toi mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, si vous avez cliqué sur cette affaire, c'est que vous avez remarqué cette miniature avec cet ado qui a tué sa propre mère. J'invente rien, l'histoire est bel et bien réelle et on va le découvrir ensemble. Parfois, il y a des affaires qui sont tellement dingues que je peux pas passer à côté de ça. Des faits divers avec des tueurs particulièrement horribles. Mais j'avoue que sur pas mal de faits divers, ce qui est dommage, c'est que parfois on manque cruellement d'infos sur le tueur, sur son passé, sa jeunesse, donc ça rend le sujet compliqué à réaliser. Mais franchement, il y a des choses que je dois absolument vous présenter, même si je vous avoue que parfois c'est très compliqué pour dénicher certaines informations. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai décidé de vous présenter une double affaire. On commence avec le sujet d'aujourd'hui et on finira avec un autre sujet horrible pour compléter. On va tout d'abord parler d'un enfant qui a commis un acte monstrueux sur sa propre famille et plus précisément sa mère. Il s'agit de Daniel Bartlam, un jeune adolescent qui va très mal tourner. Et ensuite, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car on parlera d'un fait divers horrible. Une femme qui va mettre au four ses deux jeunes enfants. Oui, vous avez très bien entendu, on est sur un fait divers improbable. On est vraiment dans un monde de fous où les gens malheureusement n'ont plus aucune limite. Bref, éteignez votre lumière pour plus de sensations et laissez-vous emporter par ma voix. Daniel Bartlam est né en 1996 et a grandi dans le Nottinghamshire, en Angleterre. Il a été élevé par sa mère Jacqueline et son père Adrian. Ses parents et lui vivaient dans un bon environnement, très confortable, dans une belle maison. Ils avaient une très bonne situation financière, de ce côté il n'y avait rien à dire. Bref, au début, rien n'indiquait que Daniel deviendrait un jeune tueur. Personne ne s'en serait douté, il n'y avait aucune raison pour que sa vie prenne un tournant pareil. Mais à l'âge de 8 ans, il était obsédé par quelque chose qui allait changer sa vie pour toujours. Daniel était fasciné par la violence fictive et le gore. Il aimait les jeux vidéo et les films pour adultes, dont Nightmare on Elm Street et Evil Dead. D'ailleurs, j'ai remarqué que de nos jours, c'est hyper fréquent. Tu peux tomber sur un enfant de 6 ans, manette à la main, en train de jouer à GTA et à tuer des gens, normal. J'avoue que perso, quand j'étais petit, j'étais un grand fan de GTA San Andreas, de ce genre de jeu. Mais pour ma défense, je tiens à dire que je ne suis pas devenu fou. Tout ça pour dire que oui, bien sûr, faut faire attention, ne pas laisser un enfant jouer ou regarder n'importe quoi. Parce qu'on est tous différents et on réagit pas tous de la même manière. Il y a des gens plus fragiles que d'autres et on l'a vu dans de nombreux faits divers. Bref, je résume, Daniel Bartlam aimait beaucoup les jeux vidéo axés sur le gore. Et juste un an après que Daniel ait développé cette fixation, ses parents ont divorcé. Lui et son frère sont partis vivre avec Jacqueline, leur mère. Mais suite au divorce, pas mal de problèmes se mélangent. Des difficultés financières et on peut imaginer des problèmes de famille qui s'intensifient. Daniel est transféré d'une école privée payante à une école polyvalente locale. Il porte un intérêt pour les contenus destinés aux adultes dès son plus jeune âge. Le divorce de ses parents va encore plus impacter son état psychologique. Ça va lui faire un choc et ça se comprend. On sait tous que c'est très compliqué de subir un divorce. Ça, c'est pas nouveau. Donc à ce moment-là, on aura un Daniel perturbé qui restera dans sa bulle. Il va élargir son goût pour la violence fictive au début de son adolescence. En plus d'être un fan de Saw et Halloween, il va également commencer à regarder des feuilletons. Il écoutait souvent Emmerdale et Coronation Street. Pour info, il s'agit d'émissions américaines, des feuilletons qui passent à la télévision. Il appréciait particulièrement les intrigues centrées sur le meurtre. C'est comme ça que Daniel est devenu obsédé par un certain John Stape. Il s'agit d'un méchant de Coronation Street qui a tué un autre personnage avec un marteau. Son comportement était assez effrayant parce qu'il semblait en faire une obsession. À son âge, normalement, les enfants jouent aux jouets, ils dessinent, enfin bref, vous m'avez compris. Mais là, lui,
C'est pas du tout ça. Il avait vraiment une obsession pour les choses sombres, c'était évident. Et entre-temps, sa mère Jacqueline va se mettre en couple avec un certain Simon Mathers qui deviendra son partenaire. Donc là, bien entendu, Simon est le nouveau père de Daniel. Donc il va vivre avec sa femme Jacqueline sous le même toit. Donc c'est là qu'il va apprendre à connaître Daniel et à remarquer son comportement. À un moment donné, Simon Mathers fera part de ses inquiétudes concernant le comportement étrange de son fils. Il a déclaré que Daniel était trop jeune pour regarder du contenu pour adultes. À chaque fois que Jacqueline essayait de le discipliner, Daniel était en train de se rebeller et devenait de plus en plus violent. Et à plusieurs reprises, Simon le beau-père a dû intervenir à plusieurs reprises pour protéger sa femme. Le comportement anormal de Daniel a également été remarqué à l'école. En mai 2010, alors qu'il était encore à l'école, il va littéralement montrer son côté violent. Il va exploser de colère et il va partir dans tous les sens. Suite à ça, il sera convoqué pour passer à un conseil disciplinaire. Et ce qui est troublant, c'est qu'il va avouer des choses vraiment étranges. Il disait à ses professeurs présents lors du conseil qu'il entendait des voix dans sa tête lui disant de blesser des gens. Et tout ça s'est déroulé 6 semaines seulement avant le meurtre. Alors ça va paraître facile ce que je vais dire, mais est-ce qu'il n'y avait pas vraiment moyen de savoir s'il était dangereux? Qu'il était capable de faire n'importe quoi, et même de tuer? Je sais que c'est compliqué, que c'est difficile de déceler certaines choses, même avec un comportement violent. Mais je sais pas, peut-être qu'il aurait fallu le mettre quelque temps dans un centre et ne pas prendre à la légère son comportement. Quelque temps après, Daniel a été obligé de passer une évaluation dans une unité de santé mentale dans le Nottinghamshire. Il s'est avéré qu'il n'avait aucune maladie mentale et qu'il était considéré comme présentant peu ou pas de risque pour lui-même ou pour les autres. Bah faut croire qu'ils n'ont pas du tout vu juste. Je sais pas exactement ce qu'il avait dans la tête, mais il était loin de présenter aucun risque. Ça, c'est une certitude. Mais d'un côté, je comprends un peu les médecins. Franchement, je veux pas juger. Mais quand on regarde Daniel, c'est un gamin maigrichon et dans sa bulle. Regardez son gabarit sérieux. Est-ce que vous pensez une seule seconde que ce mec-là va être dangereux? À côté de lui, je fais 2 fois son poids, 2 fois sa taille. Il avait pas du tout le profil de quelqu'un de dangereux ou de menaçant. Sans être méchant, il avait clairement 0 charisme. C'était plus un jeune ado de ce qu'il y a de plus basique, plongé dans son univers. Personne n'aurait pu se douter qu'il était capable du pire. Et c'est pour ça que je comprends les médecins. Enfin bref, Daniel s'apprête à faire un crime horrible. Il est rongé par des idées noires qui vont le mener dans un chemin très sombre. Ce que je vous propose, c'est de découvrir tout ça avec son meurtre. Banks. Le 24 avril 2011, c'est là que le meurtre a été commis. Mais avant d'en savoir un peu plus, on va faire un focus sur le père de Daniel. Il s'agit de Simon Mathers, qui a rencontré Jacqueline, employée du registre foncier de Red Hill, lors d'une soirée en 2008. Il a commencé à passer du temps avec Daniel et son petit frère, ainsi que les fils de Jacqueline, issus d'un précédent mariage. Mais au fur et à mesure que leur relation progressait, Simon a commencé à trouver le comportement de Bartlam étrange. Il a découvert des serviettes souillées dans la chambre de l'adolescent, ainsi qu'une énorme pile de films d'horreur secrets, classés moins de 18 ans, comme le film Saw. Simon était rempli de dégoût à chaque fois qu'il faisait une découverte. Il ne s'attendait pas du tout à tomber sur tout ça, il était choqué. Il a également découvert certains des sous-vêtements de Jacqueline planqués dans une mallette. Alors là, excusez-moi, mais on est sur quelque chose de beaucoup trop sombre. Les sous-vêtements de sa maman, qu'est-ce que ça vient faire ici, sérieux? Ça nous laisse imaginer l'esprit tordu qu'il devait avoir. Sans parler des disputes entre Daniel et sa mère qui devaient s'intensifier. Simon devait intervenir de plus en plus pour empêcher Bartlam de la frapper. Mais moi, si j'ose lever le petit doigt sur ma mère, mais je me prends une grosse claquette sur ma gueule, et c'est pas des blagues. Dans quel monde il vit, sérieux? Ça se voit qu'on n'a pas été élevé de la même manière. Pascal le grand frère vient nous aider parce que ce petit, il en aurait bien besoin. Bref, Simon a déclaré les phrases suivantes. Il y avait une faiblesse de la part de Jacqueline pour lui tenir tête. Il y avait sûrement un problème dans sa façon de faire. Elle n'était peut-être pas assez stricte. Son amour maternel reprenait le dessus. Au fur et à mesure que les jours défilent, Daniel devient de plus en plus introverti. Il s'asseyait seul dans sa chambre à écrire des histoires violentes. On pouvait sentir quelque chose se préparer. Daniel était dans ses pensées, solitaire, à réfléchir à quelque chose de vraiment obscur. Le 24 avril, Daniel passe la soirée à revoir l'un des films de Saw. Puis très tôt le matin, il va mettre son plan à exécution. Après avoir récupéré un marteau à griffes et un bidon d'essence qu'il avait caché dans l'abri de jardin, il traversa la maison et entre dans la chambre de sa maman. Daniel observe sa mère dormir et s'approche du lit. Il avance vers elle et lève son marteau au-dessus de sa tête. Et là, il va frapper de toutes ses forces sa mère Jacqueline à plusieurs reprises, à la tête et au visage. La scène devait être des plus violentes. On a un enfant en train de tuer sa propre mère. Je vous laisse imaginer l'horreur de la scène. Du sang partout, un crâne humain explosé, de la chair propulsée de toutes parts. Une fois dans sa lancée,
Daniel ne pouvait plus faire marche arrière. Alors il a frappé encore et encore jusqu'à être sûr de l'avoir abattu. Lorsque l'acte a été accompli, Daniel a laissé un deuxième marteau près de la fenêtre. Il a essuyé la véritable arme du crime avec du liquide de nettoyage et il l'a caché dans sa chambre. Après son retour sur les lieux du crime, Daniel a roulé sa mère sur le sol et l'a entourée de bouts de papier journal. Il a ensuite versé de l'essence sur le corps et l'a ensuite incendié. Immédiatement, Daniel a parlé de l'incendie à son jeune frère. Il a pris avec lui le chien et il est sorti de la maison en courant le plus vite possible. Là, on a un Daniel en train de paniquer. Et ça se comprend parce qu'il vient de tuer sa propre mère. Il était dans un état de stress à réfléchir quoi faire, quoi dire. Avant même l'arrivée de la police, il a commencé à mentir à son entourage. Il a dit à plusieurs voisins qu'il avait vu un intrus masqué quitter la chambre de sa mère par la fenêtre. Il a imaginé tout un scénario dans sa tête et il s'est dit que ça allait fonctionner. C'est là qu'on voit à quel point il se croyait dans un film. Plus tard dans la journée, Simon, qui était en voyage d'affaires, a vu à la télévision qu'il y avait un incendie dans le Nottinghamshire. Quand il a entendu exactement dans quelle rue s'est produit l'incendie, il a pensé directement à Daniel. Et il avait raison, c'était bel et bien Daniel qui était l'auteur de tout ça. Et ce qui est choquant, c'est que Daniel n'avait que 14 ans lorsqu'il est entré dans la chambre de sa mère et l'a frappé à plusieurs reprises avec un marteau avant de mettre feu à la maison. Ce qui fait peur ici, c'est de se dire que même un enfant de 14 ans peut sombrer. Il a détruit toute son enfance et sûrement tout son avenir avec un acte pareil. Et c'est ça qui est terrible. Mais le pire, je pense, c'est le moment où il se rendra compte qu'il a fait de la merde. Et malheureusement, il ne pourra jamais rien rattraper. Bref, après tout ça, Bartlam aurait dit à la police que quelqu'un était entré par effraction dans la maison, mais son histoire n'était pas du tout crédible. La police trouvait que l'histoire de ce jeune enfant manquait de cohérence. Daniel donnait beaucoup trop de détails, il était limite en train de décrire le meurtre. Donc très vite, les agents de police ont conclu que Bartlam était en train de mentir. La police a rapidement découvert la vérité malgré les mensonges persistants de Daniel. Bien que la maison a été endommagée par l'incendie, les enquêteurs ont réussi à récupérer l'ordinateur de l'adolescent. Et ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur ne leur a laissé aucun doute sur le coupable. Ils ont trouvé des histoires de Daniel sur internet qui révélaient son obsession pour les meurtriers fictifs. Et aussi son disque dur contenait également des clips vidéo de John Stape, le méchant de Coronation Street qui avait tué quelqu'un avec un marteau. Lorsque ce détail a été rendu public, la presse a donné un surnom à Daniel. Ils l'ont nommé The Coronation Street Killer. Je vous jure, quand je prends un accent anglais, j'ai l'impression de dire de la merde et d'avoir un accent dégueulasse. Bref, pire encore, les enquêteurs ont trouvé une histoire où Daniel décrivait qu'il tuait sa propre mère avec un marteau. Cette histoire sadique était plus qu'un fantasme. C'était un plan qu'il devait suivre pendant la nuit du meurtre. Bien sûr, à ce stade, aucune preuve supplémentaire n'était nécessaire, mais les enquêteurs ont fait une découverte importante. En se basant sur les blessures de Jacqueline, ils savaient que le marteau laissé à côté de la fenêtre n'était pas du tout l'arme du crime. Là, c'était foutu pour Daniel. Toute la vérité venait d'éclater. Son plan pour essayer de faire croire qu'il n'était pas le tueur tombe à l'eau, et il se retrouve face à lui-même. Tout le monde sait que maintenant, c'est lui le tueur. Daniel, il est temps pour toi d'être arrêté et jugé. Mais juste avant ça, je vous rappelle que juste après l'arrestation et le procès, je vais vous parler d'un putain de fait divers. Une femme qui va tuer 2 de ses enfants. Restez bien jusqu'à la fin parce que ce fait divers, il cache quelque chose de très très sombre. Et sérieusement, ça met la haine de voir qu'il y a des choses horribles qui se passent dans le monde. Bref, on passe à l'arrestation de Daniel Bartlam. Banks. Après tout ce stratagème qui va échouer, Daniel Bartlam est arrêté et reste en attente de son procès. Et c'est justement lors du procès que tout le monde va voir le vrai visage de Daniel. De nombreuses révélations vont éclater et on va le découvrir. Le procès va durer 2 semaines au total. Il mettra pas mal de temps avant de se lancer. C'est en 2012 que Daniel va être jugé et qu'il va recevoir sa sentence. Lors du procès, il a été révélé que le jeune garçon a copié le scénario d'un film qu'il adorait. Des vidéos de l'assassin de Corey, John Stape, ont été trouvées. Daniel en était obsédé. Il aimait le charisme de ce personnage, il voulait lui ressembler. Les autorités ont trouvé ces vidéos dans l'ordinateur de l'adolescent. Après toutes ces révélations, il y avait suffisamment de preuves pour prendre une décision ferme. Étant donné l'abondance de preuves, Daniel savait qu'il ne servait à rien de nier ce qu'il avait fait. Au lieu de ça, il a affirmé qu'il était poussé au meurtre en raison des violences physiques et verbales de sa mère. Mais ce n'était pas une défense efficace. Ce qu'il était en train de dire ne suffisait pas du tout. Aucun témoin n'avait jamais vu Jacqueline attaquer l'un de ses enfants. Elle était connue pour être une femme très gentille et calme. Avec les aveux de David, la défense pouvait l'aider en considérant que le meurtre avait été réalisé alors que Bartlam n'était pas dans son état normal. Ils ont considéré qu'il avait eu une perte de contrôle. Si tout ça avait été prouvé, ça aurait réduit la peine de David et ça aurait changé son meurtre en homicide involontaire. Mais malheureusement pour lui, ça ne sera jamais prouvé. Et le verdict sera unanime. Il est coupable de meurtre et le jury aura rejeté sa défense. Le juge de première instance lui a dit que le meurtre était grotesque et insensé. Et il lui a dit aussi tout ce qui va suivre. Malheureusement pour vous, il était plus difficile de détruire un corps que vous ne le pensiez. Le pathologiste qui a examiné le corps de votre mère
a pu dire avec certitude que l'attaque avait été faite avec un marteau à griffes, et non pas avec le marteau à moitié cassé que vous avez laissé en évidence. Daniel avait prétendu à la police que l'attaque avait été commise par un intrus, mais son mensonge ne prendra jamais. Il a ensuite été condamné à la réclusion à perpétuité avec un minimum de 16 ans. Donc pour faire simple, Daniel Barklam sera condamné à la prison à vie. Mais entre-temps, le partenaire de Jacqueline, Simon Mathers, va recevoir une lettre du ministère de la Justice. Dans cette lettre, il est dit que la peine d'emprisonnement de Daniel Barklam allait être réévaluée. Suite à ça, Daniel sera transféré dans une prison pour adultes. Là, on a un Simon Mathers totalement contre. Le beau-père de Daniel était horrifié par la décision. Il ne peut pas concevoir que son beau-fils sera libéré dans 2 ans à peine. L'homme de 49 ans a ajouté « Je suis absolument et totalement contre cela. Je ne crois pas qu'il puisse être réhabilité. Quand j'ai lu cette lettre, je n'en revenais pas. La lettre du ministère de la Justice dont il parle, c'est la suivante. Cet examen permettra de savoir si nous pouvons réduire la peine de Daniel. Nous croyons fermement qu'un jeune a la capacité de changer plus rapidement que les délinquants adultes. Là, on fait face à une grosse problématique. D'ailleurs, je trouve que c'est une très bonne question. Pensez-vous qu'un jeune tueur comme Daniel pourrait revivre un jour en société sans problème? Parce que là, on parle quand même d'un jeune qui a tué. Si le meurtre avait été involontaire, bien sûr qu'il faut trouver une véritable solution, je pense. Mais là, on fait face à un jeune qui a préparé son meurtre. Et pire encore, il a tué sa propre mère. Je trouve que c'est une question très difficile. Alors ceux qui sont pour ou contre, j'aimerais bien avoir vos arguments en commentaire. Bref, j'en reviens au procès. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le beau-père de Daniel n'était pas du tout pour le fait qu'il soit libéré. Ça nous laisse encore plus imaginer à quel point Daniel inspirait la peur. On a l'impression de faire face à un psychopathe fourbe rempli d'idées sombres. Simon Mathers va déclarer les choses suivantes. On m'a toujours dit catégoriquement qu'il purgerait ses 16 ans. Je pensais qu'il sortirait en 2028, et ce serait tout. Je n'aurais jamais pensé qu'il puisse être libéré avant cette date. Avec ce qu'il a fait, et la nature horrible de son acte, son côté manipulateur, ma seule crainte, c'est qu'il ait manipulé la commission des libérations conditionnelles en prétendant qu'il va mieux. En mars 2011, à peine 6 semaines avant le meurtre, une évaluation psychologique a été faite sur Daniel. Il a été déclaré que Barklam ne présentait aucune maladie mentale et qu'il a été jugé comme présentant peu ou pas de risque de menace pour lui-même ou pour les autres, a déclaré le tribunal. Ainsi se termine l'histoire de Daniel Barklam, l'enfant tueur. Maintenant, restez bien connectés car je vais vous parler d'un fait divers horrible. Désormais sur la chaîne, à la fin de certaines affaires, soit je vous proposerai un Mogo Coffee Moment où je peux vous parler d'absolument tout et n'importe quoi qui m'intéresse, soit un fait divers qui m'a marqué et que j'ai envie de vous partager. Et bien c'est parti pour un fait divers exclusif. Alors comment vous dire, je suis quelqu'un qui lit énormément d'articles. J'aime trop dénicher des affaires ou des faits divers improbables dans le monde. Et bah il y a peu de temps, je suis tombé sur un gros titre et je me suis dit mais c'est pas possible. Est-ce qu'on n'est pas dans un film? Ce que je suis en train de lire, est-ce que c'est vraiment réel, sérieux? Terrible meurtre aux États-Unis. Une mère tue ses 2 enfants en les mettant au four. Ouais, vous avez très bien entendu. Et on va découvrir tout ça. Aujourd'hui, direction les États-Unis pour ce fait divers. En 2017, Lamora Williams était une jeune mère célibataire de 24 ans avec 4 enfants. Dans la nuit du 12 octobre, entre 23h et minuit, il s'est passé quelque chose de terrible. Elle est accusée d'avoir placé ses 2 jeunes enfants dans un four et ensuite elle l'a mis en marche. Selon la famille Williams, elle a toujours été troublée. Son état psychologique n'a fait que s'aggraver depuis que le père des enfants l'a quittée. Ça l'aurait aussi mené à rentrer dans une dépression, enfin bref, que des problèmes. La sœur de Lamora, Tabitha, a noté que les problèmes comportementaux et émotionnels ont commencé quand elle était très jeune. Elle a même rappelé que Lamora avait tenté de se suicider. Brenda Williams, la mère de Lamora, a déclaré qu'elle apprenait lentement. En gros, qu'elle avait un peu de retard par rapport aux autres. Quand elle était encore enfant, elle a dû être retirée de l'école publique pour être scolarisée à la maison. À 18 ans, elle a eu son premier enfant, une fille. La famille du père de sa fille a aidé Lamora. Après l'échec de cette relation, elle a noué une relation à long terme avec Jamil Pin et a eu 3 enfants avec lui. En 2017, alors que Lamora avait 24 ans, Jamil l'a quitté, mais il l'a toujours aidé avec les enfants et les finances. Lorsque Jamil a rompu avec Lamora, la mère de Williams lui a dit la phrase suivante. Quelque chose de tragique allait arriver à ses enfants. Elle allait faire quelque chose. Quoi? Ce qui me perturbe ici, c'est que tout nous montre que Lamora Williams était dangereuse pour ses enfants. Même sa mère qui est censée la défendre va se mettre contre elle. Elle était consciente que sa fille pouvait dépasser les limites. La mère de Lamora va également tenter d'obtenir la garde des enfants. Elle était inquiète de la santé mentale de sa fille. Elle avait peur que sa fille ne donne pas à manger à ses enfants. Cette préoccupation était soutenue par la sœur de la meurtrière, déclarant que Lamora laissait régulièrement ses bébés seuls. Je vous jure, plus on en apprend, c'est de pire en pire. Le soir du 13 octobre, un ami proche de Lamora, Nessa Smith, a reçu
reçu un appel où elle était dans une détresse évidente. Lorsque son amie a demandé à Lamora ce qu'il n'allait pas, elle lui a simplement dit qu'elle ne pouvait pas le faire. Elle a poursuivi en disant à Smith que ses 2 plus jeunes enfants, Jack Carter, 1 an, et Keyunt, 2 ans, étaient morts. Son ami proche Smith a poussé Lamora à appeler la police. Mais au lieu d'appeler la police, Lamora va appeler le père des enfants, Jamil. Pendant l'appel, elle s'est mise en FaceTime et a montré tout l'appartement à Jamil. Quand il a vu ses fils à terre, il a alors rapidement appelé la police. À 23h30, Lamora a également appelé la police. Lors de l'appel au 911, elle a affirmé qu'elle avait laissé ses enfants avec sa cousine et qu'elle avait trouvé ses enfants morts à son retour du travail. Elle a déclaré qu'un enfant était piégé sous son four. Tous les 2 brûlaient et elle a affirmé qu'il y avait des cerveaux sur le sol. Quoi ? Attendez, parce que là, ça va pas du tout. On est vraiment sur quelque chose de réel là. Donc là, tout ce que je suis en train de dire, c'est réellement passé. Franchement, j'ai pas les mots. Je vous promets que j'ai pas les mots. Je suis partagé entre tristesse et colère. Comment on peut faire de telles horreurs, sérieux? Enfin bref. La police, les pompiers et l'ambulance sont arrivés sur les lieux et les corps brûlés des 2 plus jeunes enfants ont été retrouvés. Le fils de 3 ans de Lamora a été retrouvé sain et sauf dans la résidence. Pauvre petit, il a dû être traumatisé par tout ce qui s'est passé. J'espère au moins qu'il n'a pas vu l'horreur qui s'est produite ce soir-là. C'est déjà un miracle qu'il soit en vie, je trouve. Elle aurait très bien pu s'en prendre à lui également. Mais heureusement, il a réussi à s'en sortir. Le premier enfant de Lamora était avec d'autres membres de la famille pendant l'événement. Les détectives n'ont pas du tout cru à son histoire, ils l'ont directement arrêté. Certaines des accusations portées contre elle comprennent le meurtre, les voies de fait graves, la cruauté envers les enfants au 1er degré, la cruauté envers les enfants au 2e degré et la fausse déclaration. Les procureurs pensent que Lamora a peut-être brûlé ses 2 plus jeunes enfants pour tenter de cacher comment elle les a assassinés. Si c'est le cas, c'est encore plus sombre. Sérieux, qu'est-ce qui s'est passé dans sa putain de tête? Je sais pas par quelle folie elle a été prise, mais c'était pas humain. Et le pire, c'est qu'elle n'assume pas du tout ce qu'elle a fait. Lamora a plaidé non coupable aux accusations. Sa sœur a exprimé son inquiétude et a déclaré que Lamora devait être placée sous surveillance suicidaire dans la prison. Au vu de son comportement psychiatrique, elle était tout d'abord dangereuse pour les autres, mais aussi pour elle. La mère n'a même pas cherché à la protéger. Pour elle, sa fille était responsable de ses actes. Et la maman reconnaît qu'elle avait des problèmes. Voilà comment se termine ce fait divers sur Lamora Williams. J'avais envie de vous en parler pour plusieurs raisons. Je trouve complètement dingue qu'une mère puisse trouver la force de tuer ses propres enfants. Mais le pire dans tout ça, c'est la méthode qu'elle a utilisée. Mettre 2 bébés dans un four, excusez-moi, mais faut vraiment être un monstre pour faire ça. Elle a pris la vie de 2 innocents, 2 anges qui commençaient tout juste leur vie. Je vais pas vous mentir, quand ça touche des enfants, il y a des limites à ne pas dépasser. Je peux me montrer beaucoup plus insultant quand ça touche ce genre de sujet. Je vous promets, quand on y repense, ça me met hors de moi. Cette mère, si on peut appeler ça comme ça, elle a commis un acte impardonnable et elle devra vivre avec jusqu'à la fin de sa vie. Bref, même en parlant du côté psychologique de cette femme, qu'elle était atteinte mentalement, elle mérite juste de pourrir en prison pour avoir pris leur vie. Pauvre enfant. Enfin bref, ainsi se termine cette vidéo. J'aimerais dans un premier temps avoir votre avis sur l'affaire Barklam, et dans un second temps sur l'horreur de Lamora Williams. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo. Et si tu es encore là en train de m'écouter jusqu'à la fin, c'est que tu aimes vraiment mon contenu. Et moi, vous me connaissez, je suis un curieux et j'aimerais bien savoir qui reste jusqu'au bout. Ce que je te propose, c'est de venir sur mon Instagram Mogota Sama, et de m'envoyer ton plat préféré. Et moi, promis, je te réponds, sinon je te dois un restaurant. Et je rigole pas, j'ai qu'une parole. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Mogota.